À la une de l'actualité de ce lundi 29 avril, la révolte des robes noires, marche historique des avocats du Burkina Faso et dénonce la paralysie du système judiciaire burkinabé. À suivre également dans ce journal la sortie de l'APMP, l'alliance des partis de la majorité présidentielle, est agacée par les sorties de l'opposition politique qu'elle accuse de faire de l'agitation politicienne frénétique. La majorité présidentielle met en garde. L'indignation du syndicat national des travailleurs de l'environnement, du tourisme et de l'hôtellerie. Il parle d'aberrations et d'atteintes graves aux engagements nationaux et internationaux du Burkina Faso dans l'affaire de déclassement d'une partie de la forêt de Kouwa à Bobo-Dioulasso. Bonsoir et bienvenue à tous. Ce chiffre pour commencer, 10% des enfants burkinabés, soit environ 117 000 enfants cibles, échappent chaque année au système actuel de vaccination et ce depuis 2015. Le gouvernement veut donner une nouvelle chance à ces enfants. Il a lancé ce lundi à Sapone, à environ 35 km de Ouagadougou, une campagne de vaccination des enfants au cours de la deuxième année de vie. L'opération va coûter plus de 4 milliards de francs CFA. Le président du Faso a fait le déplacement. Roméo Koïta pour les détails. Le président du Faso fait le geste salvateur en premier. Il administre par voie orale 2 gouttes de vaccin anti-poliomyélitique à un enfant d'environ 16 mois. Puis, c'est au tour de son premier ministre de l'imiter. Au plus haut sommet de l'État, on est déterminé à faire de la prévention un outil essentiel de lutte contre les maladies dites meurtrières et invalidantes au Burkina Faso. Il s'agit là du lancement officiel de la campagne de vaccination des enfants au cours de la deuxième année de vie. Une séance de rattrapage en quelque sorte pour les 77 000 enfants burkinabés qui échappent chaque année depuis 2015 au système actuel de vaccination. Des efforts, certes, ont été faits, mais comme la représentante de l'OMS même l'a dit, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Du travail reste à faire. 20 millions d'enfants africains ne sont pas encore vaccinés. Et en passant cette deuxième, je dirais, génération de vaccins donc, qui va permettre de vacciner pour la deuxième fois, il s'agit de rattraper un peu tous ces enfants qui n'ont pas pu bénéficier de la vaccination au Burkina Faso, qui déjà sont au nombre environ de 70 000. C'est quand même déjà important. Et le vaccin est important parce que déjà il y a 14 maladies qui finalement ont trouvé des solutions anticipatrices parce que nous devons nous battre contre ces maladies, comme on dit, qui sont meurtrières d'une part et invalidantes aussi d'autre part, comme la polio sur laquelle nous travaillons aujourd'hui. La campagne est prévue se tenir sur toute l'étendue du territoire national. Mais l'insécurité dans certaines zones du pays risque d'entraver le bon déroulement de l'opération. Les partenaires techniques et financiers de la santé, dont l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sont inquiets. Ils invitent le gouvernement à tout mettre en œuvre afin que les enfants de ces zones affectées par l'insécurité ne soient pas oubliés. Mais des acteurs de la santé de ces localités instables, la région du Nord en l'occurrence, ont trouvé leur solution pour faire face à cette situation. De ce niveau, je pense que les zones sont très bien câblées de nos jours. Nous avons l'accompagnement, en tout cas, des forces de l'ordre. Là où, en tout cas, ça ne va pas. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la quasi-totalité des formations sanitaires arrivent à faire cette vaccination. Et à notre niveau, on ne se plaint pas, surtout dans le district de Ouéguia. Ces personnes qui se sont le plus illustrées au regard de leur engagement dans la promotion de la santé des populations ont été distingués. La reconnaissance aussi pour le chef de l'État. Il est fait champion mondial de la vaccination par les partenaires techniques et financiers de la santé. Cette distinction lui a été octroyée pour son engagement à travers la mobilisation des fonds et la promotion de la vaccination. En 2019, ce sont 4 milliards 700 millions de francs CFA qui ont été mobilisés pour la vaccination au Burkina Faso. Un appareil judiciaire burkinabé en panne depuis des mois. Les avocats du Burkina Faso en ont ras-le-bol. Après 96 heures de grève, ils ont marché ce matin à Ouagadougou pour réclamer la reprise des activités juridictionnelles. 2 mémorandums ont été remis au ministre de la Justice et à celui des Droits humains. Cette marche a un caractère historique, preuve que l'heure est grave dans la maison justice. Arsène Koditamde. De l'avis des organisateurs de cette marche, elle serait l'une des plus importantes de l'histoire du barreau du Burkina Faso. Cette marche s'explique par la situation exceptionnelle que traverse le système judiciaire burkinabé.
non-tenue des audiences de flagrant délit et maintien de certaines personnes dans les unités de police judiciaire. Voici entre autres le constat auquel assistent impuissamment les avocats depuis octobre 2018. Une situation qui s'est empirée avec l'entrée en grève des greffiers le 19 avril dernier. L'État burkinabé est invité à trouver des solutions à cette situation. Nous avons noté qu'il y a 808 personnes en détention en instance d'être jugées en matière de flagrant délit. Alors que vous savez qu'au terme des dispositions légales, notamment de notre code de procédure pénale, le flagrant délit impose de juger la personne arrêtée dans les plus brefs délais. Et pour une personne arrêtée dans ce cadre de procédure qui fait 8 mois dans une maison d'arrêt sans recevoir jugement, c'est vraiment la violation manifeste du droit. Et nous avons invité l'État à y remédier dans les plus brefs délais. Partis de la maison de l'avocat, ils ont battu le macadam jusqu'au ministère en charge des droits humains et de la justice. Les ministres concernés étant absents, les avocats remettent 2 mémorandums à des émissaires. Sur place, ces derniers promettent transmettre à qui de droit. Je voudrais vous présenter les excuses des 2 ministres. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est ce matin à l'Assemblée où le gouvernement est auditionné sur le projet de loi portant statut des notaires et Madame la ministre des Droits humains et de la promotion civique est en mission hors du pays. Nous vous rassurons que le mémorandum que vous nous avez remis, ces mémorandums-là seront transmis à leurs destinataires. À la vue des images, les destinataires de ces mémorandums-là se rendront compte de la mobilisation. Dans 2 mois seulement, ce sera les vacances judiciaires. Les avocats disent être de plus en plus inquiets de ce dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Le barreau du Burkina Faso prévient également qu'il n'hésitera pas à initier des actions au plan interafricain et communautaire pour mettre l'État face à ses responsabilités. Cette affaire qui suscite indignation et rejet. Pour la construction de l'hôpital de référence régionale de Bobo-Dioulasso, la commune envisage le déclassement de 16 hectares dans la forêt classée de Kouar, située à l'entrée de la capitale économique burkinabé. Délibération prise en conseil des ministres de conseil municipal du 19 avril dernier. Très vite, le syndicat national des travailleurs de l'environnement, du tourisme et de l'hôtellerie monte au créneau pour marquer son indignation face à ce qu'il qualifie d'aberration. Ce n'est ni plus ni moins qu'une atteinte grave aux engagements nationaux, internationaux du Burkina Faso. Il est inadmissible donc pour le syndicat que cette situation soit présentée. Surtout Justin Dabiré. Depuis l'annonce de la construction de l'hôpital de référence de Bobo-Dioulasso, les autorités communales peinent à trouver un site adéquat et consensuel. Au départ, 3 sites avaient été retenus pour abriter la construction de cet hôpital. Il s'agit notamment du site de Borodougou au secteur 33 dans l'arrondissement 4 de Bobo-Dioulasso, de celui du secteur 29 dans le quartier Belleville et le site de Banakenedaga, village situé à 10 km de Bobo-Dioulasso sur la route de Bama. Celui de Borodougou avait reçu la visite d'une délégation chinoise en mai 2018. Près d'1 an après cette visite chinoise, les autorités communales font un comeback pour s'intéresser cette fois à une partie de la forêt classée de Kouar, située à quelques mètres du site de Borodougou. Face à la presse, le syndicat national des travailleurs de l'environnement, du tourisme et de l'hôtellerie, Sintet, marque son indignation. La forêt classée de Kouar a été classée au nom de l'État et selon ces décrets, l'initiative de son déclassement ne peut relever d'une collectivité territoriale. La pression foncière dans la commune de Bobo-Dioulasso n'est pas si alarmante pour justifier de tels choix. En effet, les commanditaires de cette forfaiture écologique auraient abandonné 2 autres sites, arrondissement numéro 7 et village de Borodougou, pour jeter l'air dévolu sur la forêt classée de Kouar. Une intervention des services forestiers pour mettre fin aux travaux entamés par la commune est vite arrêtée par une décision venue de Ouagadougou selon les Sintet. Pour le syndicat des agents forestiers, la décision de déclasser 16 hectares de la forêt de Kouar n'est ni plus ni moins qu'une atteinte grave aux engagements nationaux et internationaux du Burkina Faso. En agissant ainsi, le Burkina Faso fait preuve d'un manquement grave à ses engagements nationaux, régionaux, internationaux, en matière de préservation de l'environnement en général et de protection des ressources forestières en particulier. Au plan international, cette attitude viole les dispositions des conventions internationales ratifiées par les pays.
Les travaux déjà entamés constituent une infraction et les concernés devraient être poursuivis, dira Youssoufo Ouedraogo. En tant que forêt classée, il n'y a pas de raison en tout cas de mener des activités, hormis les activités qui tendent en tout cas à la conservation de la forêt. Donc aller au niveau de la forêt et placer en tout cas des bornes, nous pensons déjà que c'est une infraction à la législation et à la réglementation en matière forestière au Burkina Faso. Ces derniers que nous avons, en tout cas que les services forestiers ont rencontrés dans la forêt, devaient même faire l'objet d'arrestation et la réglementation en tout cas devait leur être appliquée dans toute sa rigueur. Le SINTEC considère que le déclassement d'une partie de la forêt de Kouap par la commune de Bobo-Dioulasso serait un précédent grave pour la suivi des forêts classées en général et des forêts périurbaines en particulier. Sur l'affaire, le point de vue du ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du changement climatique est sans embâche pour Nestor Bassier. Dans un communiqué rendu public ce 29 avril, un conseil municipal n'a ni les pouvoirs ni l'autorisation de déclasser toute une partie d'une forêt. Le communiqué qui rappelle l'article 30 du Code forestier, le déclassement d'une forêt résulte d'un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Environnement. La politique est cette réponse de la majorité présidentielle à l'opposition. L'alliance des partis de la majorité présidentielle accuse l'opposition de se livrer à de la surenchère politique et à de l'agitation politicienne frénétique. L'APMP qui invite donc le chef de file de l'opposition politique à plus de responsabilités, Rémi Lambert-Nebien. Stop à l'agitation politicienne. Le message de l'APMP, l'alliance des partis de la majorité présidentielle, est clair et son destinataire est aussi connu, le CFOP. Pour l'APMP, l'opposition serait déjà dans une ambiance électorale pour faire fi des questions brûlantes de l'heure. La majorité présidentielle constate depuis un certain temps une montée d'adrénaline et une fébrilité dans les rangs de l'opposition, et qui s'illustre par les graves dérives verbales de certains chefs de parti. Nous, majorité, voudrions dire qu'il n'est pas bon de plonger trop tôt notre pays dans une agitation politicienne frénétique, au risque d'oublier qu'il fait face à des drames au quotidien nourris par les attaques terroristes contre nos FDS et les populations. Bientôt, opposition et majorité devront se retrouver autour du chef de l'État pour discuter sur ces questions d'intérêt national. Cependant, la majorité affirme ne pas comprendre la méfiance de l'opposition vis-à-vis de ce dialogue politique au point d'exiger des préalables. Quand le CFOP parle des préalables, c'est pour dire qu'il faut transformer ce dialogue en une sorte de conférence nationale souveraine. Il rentre dans un schéma ad hoc dans lequel on met en parenthèse les institutions de la République pour s'avancer vers une gestion de crise de la situation. C'est là, par contre, nous disons non. On ne va pas au Burkina où se trouve vraiment une panne des institutions, un blocage institutionnel, une crise des institutions, pour qu'on envisage ce type de schéma dans un dialogue politique. Le gouvernement aurait manqué de fermeté dans le bras de fer qu'il opposait au syndicat du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement Minefid. C'est la principale critique d'une partie de l'opinion publique qui ne cautionne pas la décision du gouvernement d'accorder des primes aux agents du Minefid. Mais pour l'APMP, il y avait nécessité à négocier et elle appelle les autres syndicats à la compréhension. Pourquoi il ne fallait pas négocier? Ça veut dire quoi? Donc, il fallait attendre qu'on ne puisse plus payer les fonctionnaires, qu'ils soient dans la rue, qu'il y ait une insurrection populaire. Les primes qu'on accorde, c'est pour les accompagner, parce que quelque part aussi, on se dit, s'ils ont pris des prêts sur la base de l'ancien FC, bon, c'est parce que aussi on leur a accordé ce FC par des textes qu'ils ont pu prendre des prêts. Donc, quelque part, on ne peut pas aussi les yeux fermés dire, on s'en fout, débrouillez-vous. Maintenant, s'il y a un radicalisme outrancier qui fait dire on a donné 5 francs et moi. Et même les autres agents, vous allez voir que par ministère, il y a des avantages qui ont été concédés, soit sous forme d'indemnité spécifique ou autre, que des autres agents n'ont pas. Mais si on va raisonner comme ça, je vous assure, on va se scléroser. On va faire péter la nation.
L'autre sujet qui a pu bien intéresser l'opinion publique ces derniers jours, c'est la main tendue de Blaise Compaoré au président Roch-Marc Christian Kaboré. Devra-t-il la saisir? Sur la question, les alliés du parti au pouvoir pensent qu'il y a d'abord des questions à se poser. Nous ne disons pas a priori non, parce que tant qu'un Burkinabé dit « moi j'offre mes services », pourquoi on va dire non? Voilà. Alors, et maintenant, question, nous sommes agressés depuis 3 ans. Il savait bien qu'il pouvait nous aider, mais n'a pas fait son offre. Un jour, voilà que Roch dit, vous savez ça là, c'est clair, c'est ces gens-là aussi qui, par ceci, par cela, et ils se disent, ah, mais j'offre maintenant mes services. C'est pas un aveu quelque part? Moi, je crois. Tout en réaffirmant la position du gouvernement de n'avoir aucune intention de négocier avec les groupes terroristes, la PMP juge les informations relayées sur le sujet par le média Africa Intelligence moins étayées en preuve pour être prises en parole d'évangile. L'heure du bilan pour le PNDS, le plan national de développement économique et social, sécurité, économie, santé et justice. Il y aurait eu beaucoup de réformes, des acquis sur le terrain. L'atelier ouvert ce matin devra aussi faire le point de la mobilisation des ressources du PNDS. Kevin Elodie Zaba, Sandrine Zogouri. Des avantages notables. 3 ans après la mise en œuvre du PNDS, le plan national de développement économique et social. C'est le comité technique de pilotage qui le dit. Les domaines concernés par ces avantages sont entre autres l'économie, la santé, la sécurité et la justice. Il y a eu beaucoup de réformes, qu'il s'agit du domaine des forces de défense et de sécurité, où on a renforcé les capacités humaines et matérielles. Elles se sont déployées sur le terrain. Et vous avez pu vous-même constater qu'il y a des résultats qui ont été enregistrés. Qu'il s'agit du domaine judiciaire, il y a eu également des réformes et des renforcements de capacités en matière humaine et matérielle. Et le domaine du capital humain, la gratuité des soins a permis donc une amélioration, puisqu'il y a plus de 17 millions d'actes qui ont été posés. Des acquis engendrés dans différents secteurs malgré le contexte national hostile et les défaillances du système de suivi du programme. Ces progrès ont été contraints fortement par le contexte sécuritaire que vous connaissez et par le contexte des mouvements sociaux, les revendications salariales qui ont fortement handicapé donc les possibilités de l'État à investir. Le dispositif de suivi du PNDS, on note toujours qu'il y a des problèmes de capacité. Des problèmes de capacité parce que les cadres sectoriels et régionaux n'ont pas toujours les moyens suffisants pour pouvoir faire un bon suivi. Il y a les questions de statistiques, de données, pour pouvoir suivre également le PNDS qui pose problème. Il y a la question des investissements structurants, des projets, il faut pouvoir les finaliser et suivre leur réalisation. Toutes ces questions seront abordées au cours de cette session. Le comité va également dresser un bilan de l'état de mobilisation du budget du PNDS. Environ 18 milliards de francs CFA avaient été promis à l'issue de la table ronde des bailleurs à Paris. Nous restons dans la page économie avec la chronique Éco. Nous sommes bien sûr lundi, les échos de l'écho. La chronique éco consacrée ce lundi aux institutions de microfinance perçues de plus en plus comme des outils de lutte contre la pauvreté parce qu'elles ont justement pour vocation d'aider les couches vulnérables à concrétiser le microprojet par l'octroi de financement. Un rôle social donc, mais qu'en est-il réellement sur le terrain? S'acquitte-t-elle convenablement de cette mission? Réponse avec Rémi Lambert-Nébier. Selon le recensement 2016 du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Burkina Faso dispose d'environ 350 institutions de microfinance établies sur son territoire. Ces établissements financiers qui touchent aujourd'hui plus de 2 500 000 personnes et en grande majorité des femmes sont devenus depuis les années 90 des instruments essentiels de lutte contre la pauvreté.
à la suite donc des programmes d'ajustement structurel, il y a eu des politiques qui visaient à réduire la pauvreté dans les différents pays en voie de développement. Et puisque près de 80% des pauvres ou des personnes vulnérables étaient rationnés vis-à-vis donc du crédit ordinaire, notamment le crédit octroyé par les banques classiques. Et pour faire face à cela, et dans la vision donc de développer des petites activités génératrices de revenus, alors donc l'idée de créer donc des institutions permettant de faire face au rationnement donc des banques classiques sont nées. Et cette idée-là, c'était de créer donc les institutions de microcrédit. Et l'objectif, c'est d'octroyer des petits montants à des personnes qui ne pouvaient pas faire face à la banque. Parce qu'au niveau donc des banques classiques, il y a un ensemble de garanties qui est demandé à ce niveau et du coup, beaucoup de personnes n'étaient pas aptes à pouvoir acquérir des crédits à ce niveau. Mais ces institutions de microcrédit assument-elles convenablement leur mission? Selon des études menées par cette socio-économiste, les institutions de microfinance s'éloignent de nos jours de plus en plus de leur premier rôle. Les conditions de prêt et de remboursement ne sont plus souples et certaines institutions de microfinance ne seraient plus trop en phase avec les réalités de la population cible. Ça varie au Burkina Faso parce que c'est une étude que nous avons fait, une étude régionale qui a regroupé plus de 16 pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord aussi, notamment le Maroc. Et il ressort que les taux d'intérêt dans l'ensemble de ces pays-là variaient entre 0,5% à près de 40%. Et pour le cas du Burkina Faso, c'est variable, c'est même pas fixe. Il y a des institutions dans lesquelles les taux d'intérêt sont de 10%, 16%, jusqu'à 24%. Il y a des institutions où les taux d'intérêt, c'est trop comparé aux banques classiques. Quand vous prenez les taux d'intérêt dans les banques classiques, c'est entre 7% pour les prêts ordinaires, à près de 12% pour les affaires, par exemple. Et vous prenez quelqu'un qu'on dit vulnérable, qui n'est pas à mesure donc d'avoir ses propres fonds pour financer, vous lui donnez 100 francs et vous demandez qu'il paye 24 francs de ce 100 francs. C'est difficile pour cette personne-là. Et en plus donc du taux d'intérêt qui est très élevé, il y a les conditions de remboursement. Il y a le délai très court qui est demandé au niveau du microcrédit. C'est entre combien? 1 mois, 3 mois, à 12 mois maximum. La plupart des institutions de microcrédit que nous avons visitées demandent un remboursement au cours de 12 mois après le jour de l'emprunt. Sauf quelques-uns et en fonction du montant, bien sûr, octroyé. Des conditions moins souples qui conduisent souvent les bénéficiaires au surendettement. Lorsqu'elle emprunte le crédit pour ses activités et qui n'est pas faite, elle emprunte un autre crédit pour payer l'ancien crédit. Et donc, ça fait quoi? Des accumulations de crédits au fil du temps. À un moment donné, elles sont complètement bloquées, alors qu'il faut payer. Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est vraiment exigeant au niveau des institutions de microcrédit, parce qu'il n'y a pas de négociation. C'est à l'échéance, il faut payer. Dans le cas contraire, il y aura rechelonnement de vos taux d'intérêt. Et parmi nous, il y a beaucoup de femmes qui ont été victimes vraiment de cela. Et l'étude que nous avons faite, l'étude régionale, là, a montré qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fui leur foyer à cause de cela, juste pour pouvoir changer d'adresse, pour ne pas être repérées par les institutions de microcrédit. Et d'autres étaient obligées d'emprunter avec leurs copines et autres pour pouvoir payer donc leur premier crédit. Pour la socio-économiste Rasmata Samandoulgo, chercheur associé à l'INSS et au CNRST, le ministère en charge de l'économie doit entreprendre une opération d'assainissement du secteur si on veut réellement que les résultats escomptés à travers l'action des institutions de microfinance soient véritablement atteints. L'économie, toujours, selon la rumeur, des Chinois auraient protégé le Faso d'Anfani comme étant leur marque. Il n'en est rien, a répondu le ministère en charge de l'industrie et du commerce. Les autorités qui ont engagé le processus de labellisation de ce patrimoine. Sandrine Zougouré.
Le Faso d'Anfani, un patrimoine culturel à préserver dans un contexte de concurrence. Le Burkina Faso a engagé le processus de reconnaissance de ce produit sur le marché international. Le ministère en charge de l'artisanat et les experts intervenant dans ce domaine réfléchissent sur le processus de labellisation du Faso d'Anfani. Le reste du processus sera la mise en place où les dépôts des demandes d'utilisation du label ainsi que la protection du label et des motifs que nous allons faire sous forme de catalogue et protégés au niveau de l'espace OAPI et dans les espaces où il y a risque de copie, d'imitation et de reproduction frauduleuse non seulement du label mais également des motifs Faso d'Anfani sous forme de tissu industriel. Ce sont des acteurs mobilisés pour un Faso d'Anfani plus valorisé. Cet atelier va leur permettre de valider les instruments techniques et de gestion du label Faso d'Anfani. Les acteurs de la filière devraient tirer meilleur profit de leur travail grâce à cette labellisation. Les objectifs recherchés, c'est de valoriser la filière Faso d'Anfani, le Faso d'Anfani qui est tissé par nos sœurs, par nos mères au Burkina Faso. Il s'agit d'encourager tous les acteurs de cette filière. Cela encouragera tous les acteurs de la filière, incitera ceux qui sont encore hésitants à s'engager dans cette filière et incitera nous tous les consommateurs à porter le Faso d'Anfani, à le valoriser et cela valorisera l'identité culturelle de notre pays. Au sortir de ces échanges, un cahier de charges pour la production du Faso d'Anfani de qualité et également un règlement d'usage du label Faso d'Anfani seront mis à la disposition des acteurs de la filière coton textile pour une meilleure utilisation du label. Selon les organisateurs, ce label sera dévoilé ce 30 avril. Demain donc, l'Union nationale des dozos et des tradipraticiens du Burkina devient la confrérie des dozos sans frontières. Changement de nom pour une nouvelle dynamique après 10 ans d'existence. Maître Yacouba Drabo et ses camarades veulent être des acteurs de cohésion nationale. Sandrine Zougouri. Il incarne le pouvoir, la sagesse, la puissance et la tolérance. Yacouba Drabo dit le bon, chef suprême des dozos. Et lorsqu'il fait son entrée dans la salle, voici ce que ça donne. Bien installé, le chef des dozos ainsi que les dozobas de la sous-région font le point des 10 années d'existence de l'Union nationale des dozos et des tradipraticiens du Burkina. 10 ans dans la lutte contre le banditisme, l'insécurité, 10 ans de combat pour la réconciliation et l'unité nationale. Désormais, l'Union veut aller au-delà des frontières. De l'Union nationale des dozos et des tradipraticiens du Burkina, elle devient la confrérie des dozos sans frontières. Alors, l'Union nationale des dozos qui passe aujourd'hui à la confrérie des dozos sans frontières, nous avons initié, sachant bien que le pays Burkina Faso traverse des difficultés, alors nous ne pourrons pas initier une fête. Raison pour laquelle nous avons tenu notre assemblée générale qui a pour le terme la contribution des dozos dans la lutte contre le grand banditisme et œuvrer pour la paix au Burkina Faso. À cette assemblée générale, aucun dozoba n'a voulu rater l'événement. Réunis pour les mêmes objectifs, les dozos ont été encouragés par les Korolwego. Dozo Korolwego, le banc estime que c'est main dans la main que les deux groupes pourront venir à bout de la crise sécuritaire. Nous savons qu'aujourd'hui, pour arriver réellement à sortir notre pays de crise, il faut se donner la main. Il faut se donner la main, rien ne sert de se faire la guerre. Ça veut dire les difficultés que nous traversons de fois avec les Korolwego, c'est par rapport à certaines pratiques. Mais nous, les dozos, nous sommes prêts à ouvrir la porte à tous ceux qui peuvent vraiment contribuer pour le bien-être de notre cher pays. Pour cela, l'ennemi du Burkina, ce n'est pas les fils qui sont là. Nous avons des ennemis extérieurs. Et pour vraiment vaincre ces ennemis extérieurs, toutes les forces de défense et de sécurité ont besoin de nous. Le dozoya est une culture qui véhicule des valeurs ancestrales. Et dans sa démarche, la confrérie a le soutien du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture travaille sur la promotion des valeurs culturelles, des valeurs endogènes. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'en accompagnant la confrérie des dozos, c'est faire œuvre utile, étant donné que l'on peut
se fonder, ou si vous voulez, nous pouvons davantage accompagner cette confrérie sur le terrain afin que le dialogue interreligieux et le dialogue interculturel soient promus. Vous avez tous en mémoire ce qui s'est passé à Karangasso-Vigué. Il a fallu toute la sagesse des Dozo pour que ça ne prenne pas de l'ampleur. Cette célébration du 10e anniversaire a réuni à la fois des Dozo chasseurs et des Dozo guérisseurs venus du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Burkina Faso. À ce jour, la confrérie compte 25 000 Dozo au Burkina Faso et 3 000 dans la sous-région. Rendons-nous en Côte d'Ivoire, à Bundiali précisément, où s'est ouvert le festival international de balafon au Djengele Festival. Plusieurs pays de la sous-région y participent, Mali, Burkina Faso. C'est une vingtaine de troupes qui va montrer son savoir-faire à cette 3e édition. Le reportage de notre envoyé spécial Alfred Thuye. Un air de balafon sur une ville au cœur de la savane ivoirienne, Bundiali, une ville conservatrice de son patrimoine culturel. Il se tient ici l'un des plus prestigieux festivals de balafon, le Festival international de balafon ou Djegele Festival. Dans la clameur de la nuit s'élève le son des balafons. Ils s'entremêlent dans une parfaite symphonie. Les pas de danse sont endiablés, un régal pour les milliers de festivaliers venus se dessoucier. J'ai assisté à un beau spectacle avec des groupes traditionnels et puis des groupes quelque peu modernes. Et je suis surtout très contente de voir la population de Bundiali en joie et donc vivre le Djegele Festival. Et c'est parti depuis ce 25 avril pour 3 nuits de festivités, 3 nuits au cours desquelles une vingtaine de troupes venues de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Mali ayant en commun le balafon se succéderont sur scène. L'initiative est de l'ONG Abidjan Festival. Il vise à promouvoir et à valoriser le balafon en tant qu'instrument traditionnel de musique et moyen d'expression culturelle. Du sud du Mali, du sud du Burkina, du nord de la Côte d'Ivoire, les Sénofos, ont un partage du balafon Djegele. Donc c'est la fête du balafon Djegele avec des aspects scientifiques, conférences, etc. Et il est important que nous en fassions la promotion. La promotion par ce genre de festival, la promotion par des conférences, la promotion par un concours de balafon interécole, pour que dès l'enfance, la plus petite enfance, les enfants s'imprègnent, n'est-ce pas, de ce qu'est le balafon. Vous savez, chez le peuple sénégalais, le balafon est au commencement et à la fin, à la naissance jusqu'à la mort, en passant par les mariages, par les travaux champêtres, etc. Donc le balafon est un instrument important pour le peuple sénégalais en particulier et pour tous les peuples qui se déclarent, n'est-ce pas, au crâne de ce groupe ethnique-là. Depuis 2012, le balafon est inscrit dans la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité et le Djegele Festival veut lui donner la place qui est sienne dans le vaste champ des identités culturelles des peuples qui l'ont entouré. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 20h15, c'est Eric Soudré qui vous retrouve pour le journal La Langue nationale Morée. Le magazine des sports, c'est à 21h avec John William Sobda. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.